Gemini Enemy présente Blabla Science. Aujourd'hui, du tango quantique à la tasse de café. L'ordinateur qui est posé là sur la table devant nous, il a l'air parfaitement solide. Enfin, la table elle-même a une surface super définie. Ouais, des contours bien précis, c'est clair. Exactement. Et pourtant, si on zoome vraiment à l'échelle fondamentale, tout ça, c'est juste constitué de nuages de probabilités, des trucs un peu fantomatiques. C'est ça, des particules qui refusent d'exister à un endroit précis tant qu'on les force pas à choisir. Et c'est là tout le grand paradoxe de notre réalité, quoi. Un paradoxe qui a d'ailleurs cette fâcheuse tendance à transformer nos certitudes en véritable purée de neurones, tu sais. La physique quantique, ça refuse catégoriquement de se plier à notre logique de tous les jours. Ah totalement. Et c'est justement la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va décoder ce domaine qui est genre le plus contre-intuitif de la science pour tous les passionnés d'apprentissage qui nous écoutent. Et pour ça, on a une source super intéressante. Ouais, la transcription d'une longue conversation entre une étudiante en sciences, qui est d'ailleurs super perspicace, et une intelligence artificielle. Le but de leur échange, c'était de relier des concepts hyper abstraits, comme l'intrication ou la superposition, à du tangible. À la matière qu'on touche, quoi. Voilà. Bon, décortiquons ça. Comment on passe d'un univers fait de probabilités toutes floues à un objet qu'on peut tenir dans la main? Alors pour comprendre cette transition, il faut d'abord évacuer une confusion hyper classique. Une erreur que l'étudiante pointe très vite dans la conversation d'ailleurs. On a souvent tendance à confondre une simple corrélation avec la véritable intrication quantique. D'accord, c'est-à-dire? Ben, prenons un atome classique. Si on a deux électrons qui partagent le même niveau d'énergie, la même orbitale, on pourrait se dire instinctivement Ah, qu'ils sont liés par la magie quantique, vu qu'ils habitent exactement au même endroit? ouais, voilà. Sauf que pas du tout. Et la raison, elle porte un nom. C'est le principe d'exclusion de Pauli. Le fameux principe de Pauli. Exactement. C'est une règle d'or de la mécanique quantique qui dit que deux électrons ne peuvent absolument pas se trouver dans le même état quantique dans un même système. S'ils partagent la même orbitale, l'univers les oblige à adopter des spins opposés. Donc il y en a un qui pointe vers le haut et l'autre vers le bas, c'est ça? C'est ça. Leurs états sont parfaitement corrélés, oui. Si on lit l'un, on déduit l'autre. Mais ça reste des entités complètement distinctes. Avec des identités séparées. Donc en fait, ce sont juste des colocateurs qui s'arrangent pour pas se marcher sur les pieds. Genre, si l'un prend l'étagère du haut, l'autre prend celle du bas. C'est une super image, ouais. Mais du coup, la vraie intrication quantique, c'est une toute autre dimension. C'est pas juste un petit arrangement à l'amiable. Ah non, absolument pas. L'intrication, c'est carrément la création d'un système global qui est décrit par une seule et unique fonction d'onde, totalement inséparable. La frontière s'efface. Complètement. Mathématiquement, la frontière entre la particule A et la particule B n'existe plus. On ne peut plus décrire l'une sans décrire l'autre parce qu'elles forment un seul objet physique. Et ça, peu importe la distance, quoi. Qu'elle soit à 1 millimètre ou aux deux bouts de la galaxie. Exactement. La connexion, elle est immédiate. Et c'est là que l'analogie des dés magiques dont on parle dans la source prend tout son sens. Imaginons qu'on ait deux dés intriqués. Tant qu'on les regarde pas, tant qu'ils roulent, ils affichent rien de défini. Ils sont dans une superposition de toutes les faces en même temps. C'est ouf. Et à l'instant précis où l'un des dés s'arrête sur un 6, le second dé, même s'il est sur Mars, il va instantanément afficher un 1 pour compenser. Et le truc fondamental que cette analogie montre bien, c'est que l'intrication, c'est juste impossible sans la superposition. C'est la condition absolue. Faut que ça reste flou au départ, quoi. Et voilà. Si nos particules ont des états déjà définis, si le dé sait déjà qu'il va faire un 6 avant de s'arrêter, c'est juste des objets classiques, des simples voisins. La magie, elle est dans l'indétermination. C'est ce qu'on appelle souvent le tango quantique, non? Ouais. Et ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de cette danse. Dans notre monde à nous, t'as deux danseurs, Alice et Bob. Alice fait un pas à gauche, Bob fait un pas à droite. On peut les filmer séparément et tout comprendre. Logique. Mais dans le monde quantique, le système entier hésite entre toutes les chorégraphies en même temps. Alice et Bob y font toutes les variations possibles du tango simultanément. Et c'est seulement au moment de l'observation que l'univers dit « stop » et fige une seule chorégraphie. Tango, je veux dire, on ne peut pas juste les prendre avec des micro-pincettes et les coudre ensemble. C'est quoi le mécanisme physique? Alors, l'échange entre l'étudiante et l'IA donne deux méthodes de base. La première, qui est hyper élégante, c'est la naissance commune. Ça repose sur les lois de conservation de l'univers. D'accord. Prends une particule instable, genre un méson, qui a un spin total de 0. Elle va se désintégrer en deux nouvelles particules, un électron et un positron par exemple. Ah, et vu que rien ne se perd, le spin total des deux enfants doit faire 0 aussi.
pour respecter le parent. Ensemble, avec cette contrainte stricte, leurs états sont intriqués dès la première fraction de seconde. Si on mesure l'un en up, l'autre sera forcément down. Elles naissent liées. Ok, je vois. Et la deuxième méthode? Parce qu'on n'a pas toujours un maison sous le coude, prêt à exploser. Ouais, c'est sûr. La seconde, c'est la collision et proximité. Et là, c'est beaucoup plus délicat. On force deux ondes indépendantes à se superposer physiquement. On rapproche deux électrons avec une précision de dingue pour que leurs ondes se chevauchent. Ils s'échangent de l'information, en gros. C'est ça. Et après, le vrai défi, c'est de les séparer tout doucement, sans rien casser. Alors, on les a intriqués. Mais pour prouver que ça a marché, il faut bien vérifier, non? Il faut les mesurer. Et c'est là qu'on arrive à cette expérience historique, Stern et Gerlach. Le tir au pigeon magnétique. Ah, la fameuse expérience. On prend l'électron, qui hésite encore, et on le balance à travers un aimant avec un pôle très pointu. Pourquoi pointu d'ailleurs? Ce détail géométrique, il change tout. Un aimant pointu, ça crée un champ magnétique non uniforme. Un champ uniforme, ça ferait juste bouger l'électron sans rien nous apprendre. Mais un champ asymétrique, ça exerce une force inégale selon l'orientation du spin de l'électron. Comme l'électron est une mini-boussole, ça le force à réagir. Exactement, ça le force violemment à prendre une décision spatiale. Soit il monte et tape le haut de l'écran, soit il descend. Et c'est là que ça devient vraiment super intéressant et limite tragique. Si je capte bien, on a un dilemme de fou. Pour utiliser l'information quantique, pour prouver le duo, on doit passer par ce détecteur. Mais l'acte de mesurer, ça force la particule à choisir et boum, ça détruit la superposition. C'est le crash de la fonction d'onde, ouais. Ce qu'on appelle la décohérence. Et expérimentalement, c'est un cauchemar, hein. La magie quantique, elle est hyper asociale, en fait. Asocial, c'est le mot. Dès que la particule intriquée touche la réalité macroscopique, que ce soit l'aimant, un atome d'oxygène ou juste un rayon de lumière, elle s'intrique avec cet environnement chaotique. Et l'information si précieuse, elle fuite, elle se dilue. Ah, c'est pour ça que les ordinateurs quantiques sont un tel enfer à fabriquer. On essaye de faire des calculs sur ces chorégraphies hyper fragiles. Si un seul atome d'air percute le truc, la danse s'arrête, décohérence, et on perd le calcul. Précisément, l'agitation thermique, c'est le pire ennemi de la cohérence quantique. Faut travailler dans un froid absolu, dans le vide. Mais là où la source va encore plus loin, c'est quand l'étudiante demande si on peut complexifier la danse. Genre, intriquer 3 électrons. Un trio synchronisé, genre 2 sur l'axe horizontal et 1 sur le vertical. Et là, la physique permet de lier 3 particules. C'est les états GHZ, Greenberger, Horn et Zallinger. D'accord, donc on peut avoir 3 électrons, tous up en même temps, ou tous down. Oui, mais, et l'étudiante le remarque bien, il y a une limite imposée par la nature. Le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ah oui, on peut pas tout savoir en même temps. Voilà, on ne peut pas définir 2 propriétés complémentaires avec certitude. Si on fixe le spin vertical de nos électrons sur up, l'axe horizontal devient purement chaotique. On ne peut pas les intriquer sur les 2 axes à la fois. Attends. Là, j'ai une objection logique par rapport à ce qu'on a dit au tout début. Je t'écoute. On a parlé de Pauli, le principe qui dit que 2 électrons ne peuvent pas avoir le même état. Alors comment c'est physiquement possible d'avoir un état GHZ avec 3 électrons qui sont tous up en même temps? Ça devrait pas déclencher un incendie quantique ou violer les lois de la physique? Ah, c'est une super objection. Et honnêtement, c'est exactement ce genre de paradoxe apparent qui rend ce domaine aussi passionnant. La clé, c'est de bien séparer le donnel d'application de Pauli et la nature de l'intrication. Ok, explique-moi ça. Imagine le principe de Pauli comme un vigile super strict à l'entrée d'une petite boîte de nuit. La boîte, c'est l'orbital de l'atome. Le vigile y gère un espace confiné. Si 2 personnes entrent dans ce petit espace, il exige qu'elles portent des tenues opposées. Donc le vigile contrôle juste le voisinage immédiat, la colocation? Exactement. Par contre, l'intrication, c'est un lien fantôme qui s'en fout royalement de l'espace et de la distance. Si tu prends tes 3 électrons GHZ et que tu les sépares, genre 1 sur Terre, 1 sur la Lune, 1 sur Mars, ils sortent de la juridiction du vigile Pauli. Ah, il se marche plus sur les pieds? Non. Ils ont tout l'univers pour eux. Le vigile s'en fiche. Du coup, ils peuvent être parfaitement synchronisés et affichés en même temps, sans enfreindre aucune règle, puisqu'ils partagent plus la même coordonnée spatiale. Donc Pauli, c'est les règles de colocation et l'intrication, c'est les règles de connexion. C'est exactement ça.
La nuance est juste vitale pour comprendre. Mais alors, ok, on a ces électrons qui sont des ondes de probabilité qui dansent à travers l'espace. Mais comment on passe de ces maths invisibles à la matière dure? Genre, quand je tape sur cette table, c'est solide. Ça vibre pas comme une fonction d'onde. Pour faire le pont entre le micro et le macro, la conversation amène un concept génial, la peau quantique. C'est une façon de voir la différence brutale entre l'intérieur d'un objet et sa surface. L'intérieur est différent de l'extérieur? Ouais, au cœur de la matière, au centre de ta table ou d'une cuillère, les électrons forment une espèce de mer intérieure. Ils sont super protégés du chaos externe. Là, à l'abri, l'univers est encore quantique. Les états sont superposés. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à un bonbon en chocolat. T'as cette coque dure et croustillante qui affronte le monde extérieur, c'est notre réalité classique, et à l'intérieur, bien planqué, t'as un cœur fondant où c'est encore la magie quantique totale. L'analogie est juste parfaite, hein. Ta coque croustillante, c'est l'interface avec la réalité. À la surface d'un objet, c'est la guerre en permanence. Ça subit un bombardement continu, de milliards de molécules d'air, de photons, de chaleur. Et mécaniquement, chacune de ces micro-collisions, ça agit exactement comme notre aimant pointu de tout à l'heure. C'est une mesure. L'environnement force la matière à prendre une décision non-stop. Exactement. Ce bombardement, c'est des milliards de détecteurs impitoyables. Ça provoque une décohérence massive, ininterrompue. Sous ce regard agressif de l'environnement, les ondes à la surface s'effondrent. Elles figent leur position, cristallisent les atomes. Et c'est cette frontière figée qui donne à l'objet sa solidité. La décohérence crée l'illusion de la matière inerte. C'est ouf, non? C'est complètement vertigineux. Se dire que la solidité du monde, c'est juste des milliards de crashs quantiques à la seconde. Cela dit, on a une exception magnifique dans la source, un objet de tous les jours qui arrive à garder une cohérence quantique à notre échelle. L'aimant. Ah oui, l'aimant. C'est le grand survivant de la physique, lui. Contrairement au bois ou au plastique, le ferromagnétisme, ça repose sur un truc surpuissant. L'interaction d'échange. Dans un matériau normal, les spins des électrons pointent dans tous les sens et s'annulent. Mais dans un aimant, une force quantique monumentale oblige des milliards d'électrons à s'aligner en parallèle. Mais comment cette force, elle arrive à vaincre l'agitation naturelle de l'environnement? Pourquoi ils se mettent tous au pas militaire? Eh bien, c'est là que notre vigile, le principe de Pauli, s'allie avec la force électrostatique. Si deux électrons voisins ont le même spin, Pauli leur interdit d'être trop près. Donc ils sont forcés de s'éloigner, ce qui fait chuter leur répulsion électrostatique. Et donc, l'énergie globale du système baisse. Et la nature est d'une fainéantise absolue. Elle adore minimiser l'énergie. Cet alignement devient tellement avantageux que ça verrouille tout le matériau. C'est une armée immense où chaque soldat marche au même pas, une cohérence macroscopique. C'est l'intrication qui devient palpable, capable de soulever des trombones, quoi. Mais bon, cette armée quantique, elle n'est pas invincible. Si on chauffe l'aimant, qu'on lui donne de l'énergie thermique jusqu'au fameux point de Curie, le chaos revient. Absolument. La chaleur, c'est juste de l'agitation atomique. En chauffant, tu donnes de l'énergie cinétique aux atomes. Ils se mettent à vibrer violemment. Et quand la vibration dépasse l'énergie économisée par l'interaction d'échange, c'est la panique dans les rangs. La violence des chocs thermiques détruit l'alignement, la décohérence frappe et on n'a plus d'aimant. Le champ magnétique disparaît direct. La solidarité est brisée. D'ailleurs, il y a une expérience de pensée géniale dans le texte de l'IA et l'étudiante pour tester cette solidarité. Imaginons qu'on prenne notre bel aimant et qu'on le tranche net en deux. On garde un bout sur Terre et paf, on téléporte l'autre sur la Lune. Est-ce que cette intrication géante survit à travers l'espace? Alors ça, c'est télécode parfait où la théorie pure se prend le mur de la réalité. Théoriquement, avec juste les maths de l'intrication, la distance lunaire pose zéro problème, la fonction d'onde devrait continuer de lier les deux morceaux. Mais en pratique, dans un labo. En pratique, le simple fait de 6 éléments, c'est d'une violence, tu imagines même pas. En le coupant, on expose d'un coup des milliards d'électrons internes, notre fameux cœur fondant à la sauvagerie du monde extérieur. Ah bah oui, l'air s'engouffre dans la coupure. Exactement. Et le voyage vers la Lune, ça exposerait l'objet aux rayons cosmiques, au vent solaire. Chaque particule qui frappe le bout d'aimant agit comme une mesure, une avalanche de décohérence qui brise la connexion en 1 milliseconde. L'environnement gagne toujours au final. Ok, l'environnement gagne face au choc ou à la chaleur, mais ça me fait penser, si j'approche pas de flamme ni de scie, mais juste un autre aimant, super puissant, est-ce que ce nouveau champ magnétique, il agit aussi comme une onde de choc qui casse tout? Est-ce que ça provoque une décohérence? C'est hyper logique de penser ça, mais étonnamment non.
Le champ magnétique externe, il agit pas comme l'agitation thermique ou une collision aveugle avec de l'air. Il détruit pas l'état quantique. Il impose juste une nouvelle contrainte, directionnelle. C'est plus un rapport de force super organisé. Un genre de bras de fer quantique? C'est le mot exact. La réaction de l'aimant va dépendre de l'angle et de la force de l'attaquant. Si le champ est perpendiculaire, on a un truc magnifique, la précession de l'armor. L'armée des spins panique pas. Elle s'adapte en tournant sur elle-même, de façon synchro, comme une toupie qui vacille. C'est exactement le mécanisme qu'on utilise dans les IRM à l'hôpital, non? On force les atomes du corps à danser cette précession pour lire leurs signaux radio. Mais complètement. On joue avec des toupies quantiques à l'échelle d'un corps humain. Et si le champ extérieur devient vraiment colossal, on atteint la saturation. Le champ impose sa loi. Tous les spins finissent par basculer et s'aligner dans la nouvelle direction. La cohérence n'est pas détruite, le nuage a juste été forcé de déménager. C'est fou de se dire qu'on passe d'équations mathématiques complètement abstraites à une machine d'IRM qui sauve des vies, ou même juste à l'aimant sur le frigo. Si on devait tirer une synthèse de tout ça, de cette discussion, c'est la redéfinition même du mot réalité. Notre monde classique, il n'est pas du tout statique ou inerte. À la fin de la source, l'étudiante regarde le café qu'elle est en train de touiller, et c'est la parfaite illustration. L'acte de remuer le café. Ouais. L'acte même de remuer, ça déclenche un mouvement brownien, une agitation thermique colossale. Chaque milliseconde de collision entre la cuillère et le café, ça crée un cycle perpétuel d'états superposés qui naissent et s'effondrent tout de suite. Le monde est solide uniquement parce qu'il se reconstruit en temps réel, sur les cadavres de milliards de possibilités écrasées par la décohérence. Ce qui nous amène à une petite réflexion finale assez vertigineuse sur l'information elle-même, pour ceux qui nous écoutent. On a bien vu que l'environnement détruit l'intrication, un peu comme si on éclatait une bulle de savon. Mais quand cette bulle éclate, que devient ce lien intime entre les particules? Très bonne question. Est-ce que l'information de cette connexion fantôme, elle disparaît à jamais dans le néant? Ou bien est-ce qu'elle se dilue silencieusement, se transférant à l'atome d'oxygène qui l'a percuté, puis à son voisin pour tisser une immense toile d'intrication invisible qui engloberait tout l'univers? C'est toute la subtilité du grand livre des contes de l'univers, là. Un mystère où la science pure commence à flirter avec la philosophie. Une excellente réflexion pour accompagner la prochaine tasse de café qu'on va touiller. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de la matière, bien au-delà des apparences de la table ou de la cuillère. À très bientôt pour une nouvelle exploration de ces mécaniques invisibles qui façonnent notre quotidien.